Parce que conciergerie, ça sonne bien. On a l'impression on s'occupe bien de nous. Donc, tant au niveau de vos clients, des personnes qui vous donnent le mandat, qu'au niveau de ceux qui profitent du service. Donc, conciergerie, c'est noble, donc je trouve que c'est valorisant. Je croyais que l'immobilier était le seul métier où on était payé à la commission, mais il y a la conciergerie. Là, j'apprends quelque chose. Et surtout que la conciergerie, il doit y avoir des périodes creuses quand même. C'est d'avoir une belle trésorerie avant de commencer, hein. Il faut avoir une trésorerie solide pour assurer la première année. Quand j'ai commencé à faire le métier, on nous disait 3 mois, mais c'est vraiment pour pouvoir en vivre et être serein. Je pense qu'il faut avoir une trésorerie qui permette de passer la première année. C'est un accompagnement extrêmement important que d'aider les personnes à s'engager vers une acquisition. Salut les conciergeries, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de talk show Conciergerie de rêve. Comme d'habitude, on reçoit des invités de marque et aujourd'hui, je reçois une invitée de référence puisqu'il s'agit d'Annie Fousset, qui est mandataire immobilier indépendante, entrepreneuse reconnue et puis souvent citée dans des médias comme Forbes. Elle incarne vraiment cette génération d'agents immobiliers libres, agiles, centrés sur la valeur client. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler d'image, d'innovation, de liens avec nos métiers de conciergerie et de modèles de réussite dans l'immobilier. Salut Annie, merci à toi d'être là aujourd'hui. Bonjour Henrik, merci beaucoup de m'avoir invité. Écoute, on est ravis de te retrouver aujourd'hui sur ce talk parce que du coup, voilà, tu représentes aussi pour nous cette génération d'agents immobiliers, comme je l'ai dit au début. L'idée, c'est aussi de voir quelles sont un peu les synergies entre nos métiers parce qu'il y en a plein, même si nos métiers sont parfois peut-être, on a l'impression que c'est un peu éloigné, donc tu vas aussi nous parler un peu de tes spécialités juste après dans la prochaine étape de ce talk. Mais voilà, on peut avoir parfois des métiers qui peuvent sembler pas si éloignés que ça parce qu'on est tous dans l'immobilier au final. Mais en tout cas, dans des métiers qui peuvent sembler peut-être parfois un peu différents, mais pourtant on a des synergies sur nos activités. Aujourd'hui, on va prouver que les agents immobiliers peuvent travailler avec les conciergeries et que les conciergeries peuvent travailler avec les agents immobiliers. Donc, c'est un petit peu l'objet de ce talk. Pour commencer, comme j'aime bien toujours m'intéresser un peu au parcours de mes invités, est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment toi, tu es devenu mandataire immobilier, quel est ton parcours finalement pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Eh bien, mon parcours est assez simple, c'est tout un parcours dans l'immobilier. Mon parcours dans l'immobilier a commencé par un stage de fin d'études dans un service immobilier d'un grand groupe automobile, puisque les sociétés qui emploient, toutes les sociétés, mais celles qui emploient un nombre de personnel très important, ne peuvent pas recruter, ne peuvent pas muter sans logement. Et donc, j'ai fait partie d'un tout petit service au siège de la société à Paris. Et ce service donnait des instructions et recevait des demandes et les besoins des logements des salariés de façon à ce qu'ils puissent être proches du lieu de travail, de façon à ce qu'une mutation puisse permettre la mutation de la famille également. Et donc, après avoir fait ce long parcours dans l'immobilier d'entreprise, eh bien, j'ai été happée par le logement social puisque je gérais le 1 % patronal de l'entreprise et le plus gros bailleur de logements sociaux privés à Paris souhaitait créer son organisme collecteur du 1 % patronal pour apporter un service social aux salariés de l'entreprise. Et donc, j'ai fait la collecte du 1 % auprès des grosses entreprises puisque je venais de l'entreprise, donc j'avais la culture de l'entreprise. Donc, immobilier d'entreprise, immobilier social qui a été un peu plus compliqué par rapport à mon métier puisque le 1 % patronal a fondu comme neige au soleil, donc il n'y avait plus de raison d'avoir une équipe de commerciaux pour faire la collecte du 1 % et dans cet immobilier social, j'ai eu la très grande chance de participer à une opération de restructuration urbaine. J'étais responsable mousse sur une opération de restructuration urbaine à Gennevilliers, une cité de 650 logements pour laquelle il y avait des démolitions d'immeubles et le contact avec tous les locataires et tous les partenaires pour faire passer l'information et pour être à l'écoute des besoins et pour expliquer ce qu'allait devenir leur cité à laquelle ils étaient très attachés, puisque c'était des personnes qui étaient beaucoup venues de l'immigration et qui avaient été déracinées une fois et qui l'étaient une deuxième fois. Donc il a fallu faire cet accompagnement et j'avoue que c'était
une très très belle opération et c'était une dimension sociale extraordinaire et j'étais très contente d'avoir eu cette responsabilité. Et à l'issue de cette mission, après ces 2 tiers professionnels, eh bien, je voulais me mettre à mon compte. Je voulais travailler pour moi, je voulais, être mon propre créer ma propre structure et puis c'était dans les années 2000. J'ai été invitée à participer à une réunion de réseau de mandataires indépendants qui venait de se créer et qui, donc proposait d'avoir des activités que l'on pouvait associer à celles des agents immobiliers, mais qui étaient avec un statut de mandataire immobilier à dépendre d'un réseau de mandataires indépendants. Et donc finalement, ça m'a beaucoup plu parce que c'était une autre façon de faire de l'immobilier, immobilier d'entreprise, immobilier social et là, service à la personne. Et donc, je me suis dit, après tout, pourquoi pas, puisqu'on ne crée pas de structure, on travaille de chez soi, il y a un tout petit investissement. Je me suis dit, bon, bah, j'essaie. Et puis, j'y suis encore. J'y suis encore. Et en fait, je ne me suis pas contentée de faire de la simple transaction à travers l'achat-vente. Eh bien, je me suis intéressée à tous les modes de transaction, au point que actuellement, ben, je fais de la transaction au niveau de l'habitation, au niveau du prestige, au niveau des commerces. Je fais du viager, je fais des enchères interactives, je fais également des ventes différenciantes telles le réméré ou la vente avec complément de prix. Ces ventes-là partent d'un bien dont on est propriétaire, que l'on a besoin de vendre pour un temps et ensuite pouvoir le racheter, ou alors que l'on a besoin de vendre rapidement et pour lequel on fait une première démarche de vente et qu'ensuite on a la possibilité de le revendre à un prix marché. Et donc voilà, je dis que je suis le 360 degrés de l'immobilier ou que je suis l'immobilier pluri-L, P-L-U-R-I, trait d'union, E2-L-E. D'accord. Voilà pour mon pitch. Oui, du coup, oui, génial. Et ouais, c'est intéressant comme parcours, du coup. Euh, Tu disais, tu as utilisé un mot moi, qui m'a interpellé là. Tu disais que c'était du service à la personne. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu considères qu'être mandataire immobilier, on est dans le service à la personne, c'est ça? Oui, on accompagne des personnes qui nous sollicitent et comme la personne a affaire à un contact, eh bien, c'est le contact qui va faire tout le chemin avec la personne qui l'a contacté pour trouver le bien, soit dans le cadre d'une chasse de logement ou dans le cadre d'un bien que j'ai en mandat et que je vais faire visiter. Et si ce bien ne correspond pas, ben, connaissant les besoins du contact, eh bien, je vais essayer de pouvoir l'accompagner en lui proposant un bien qui correspond à ses critères. Oui, tout à fait, c'est un service à la personne avec un encadrement de A à Z en étant indépendant, en étant mandataire indépendant. Eh bien, on est à la disposition aussi de nos clients un peu plus. Et en fait, nos clients n'ont affaire qu'à une personne pour faire le parcours de leur acquisition. Ouais, ok. C'est super intéressant d'avoir ce point de vue-là. C'est la première fois que j'entends un agent immobilier qui me dit qu'il fait du service à la personne. Je trouve ça génial. Je trouve ça, enfin, je le dis de manière hyper positive, hein. Oui, Parce que c'est vrai que nous, dans la conciergerie, puisque ceux qui nous suivent, on est quand même beaucoup dans une conciergerie où certains sont agents immobiliers avec une carte G et qui font de la location saisonnière, certains sont des hôteliers. Donc, on est quand même, c'est vrai qu'on est assez proche du service à la personne de manière générale. D'ailleurs, les conciergeries qui n'ont pas de carte G font de la prestation de service, hein, on est vraiment dans du service. Alors qu'en face de ça, il y a une espèce de statut un peu de l'agent immobilier qui est un peu sacralisé et qui, quelque part, parfois, dans certains échanges que je peux avoir avec d'autres agents immobiliers, est un petit peu au-dessus, je dirais. Alors, après, chacun en pensera ce qu'il voudra. Mais on a l'impression qu'il y a un peu ce statut un peu sacralisé là, de l'agent immobilier. Et je trouve ça génial que tu dises que ton activité, c'est du service à la personne parce qu'en fait, tu es très proche de tes clients. C'est ça que tu dis, en fait. alors, je suis très proche de mes clients et puis moi, je viens du social aussi. Et donc, en ayant eu tout ce parcours social, on se rend compte que il y a des petits détails qu'il est important de régler de façon à ce que on n'ait pas l'impression d'avoir une montagne à traverser pour aboutir à ce que l'on recherche. Donc, le service, l'accompagnement à la personne, oui, tout à fait. Et je pense que ça vient aussi de mon passé social, où il était vraiment très, très important de donner tous les détails et d'accompagner. Et voilà. De toute façon, on fait tous du social, parce que dès l'instant où on est à l'écoute
d'un besoin de quelqu'un, finalement, on fait du social à tous les niveaux. Le social, c'est pas péjoratif, ça ne concerne pas qu'un statut de personne. Tout le monde a besoin d'être écouté, besoin d'être accompagné, et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Oui, ouais, intéressant. Intéressant comme point de vue. C'est la première fois que j'entends ça, mais je trouve ça vraiment génial. Et c'est une approche du métier voilà, qu'on voit peu. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui a cette approche-là. Et franchement, félicitations de l'avoir. Moi, je trouve ça vraiment. Pour toi, ça te paraît peut-être naturel, mais je trouve ça hyper innovant dans le sens où peu ont cette approche-là, je trouve. Oui, c'est un accompagnement extrêmement important que d'aider les personnes à s'engager vers une acquisition ou vers une location, parce que surtout l'acquisition, on s'engage pour un temps, donc il est important d'avoir pu prendre le temps de réfléchir et de s'engager, et puis d'avoir quelqu'un d'objectif et quelqu'un qui soit dans le bon conseil par rapport à... Et s'assurer que tout a bien été qualifié avant qu'il y ait l'engagement. Ouais, ok. Bon, on reviendra sur cette partie justement accompagnement client, moi que je trouve vraiment super intéressant. Et c'est vrai que les conciergeries, je ne vais pas aller trop vite dans le talk, mais c'est vrai que les conciergeries, on est très pro client, quoi. On a besoin vraiment de les accompagner et d'être extrêmement proches. C'est un peu notre raison d'être aussi, que ce soit les voyageurs comme les propriétaires. Mais en effet, on a cette approche-là et on y reviendra un petit peu plus loin dans le talk aussi. En tout cas, je trouve ça vraiment génial. Du coup, tu disais que tu as basculé en tout cas, que tu es passé dans le monde mandataire immobilier à peu près dans les années 2000, en effet. Donc, oui. tu es quasiment dans les pionnières des mandataires immobiliers. Voilà, tout à fait. Je suis arrivée, alors c'est dans les années 2000 que les mandataires immobiliers sont arrivés, et moi je suis entrée dans le métier en 2008. Donc j'ai fait partie des pionniers, oui, tout à fait. Et donc, voilà, donc à l'époque c'était tout nouveau, beaucoup s'y sont essayés, mais pour durer, il faut vraiment être fort parce que c'est un métier avec des hauts et des bas, il faut traverser beaucoup de crises. Moi je suis arrivée en 2008 en pleine crise des subprimes. Et donc, il y avait un peu le désert quand je suis arrivée. Et puis après, quand l'immobilier remonte, il y a beaucoup plus de personnes qui adhèrent à ce profil de structure. Et puis, il y a des hauts et des bas, mais c'est un métier. Ah oui, complètement. Et du coup, tu es entrepreneuse, quoi. Donc, du coup, forcément, tu vas vivre la vie d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse avec ses hauts, ses bas, ses difficultés, parfois ses victoires, ses succès. Voilà. Donc, et puis les déceptions, et puis les dossiers qui n'aboutissent pas. Enfin, oui, tout à fait. On passe par toutes les humeurs et par des pics de progression et des pics d'attente. Donc, oui, tout à fait, des hauts et des bas. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui t'a intéressé? Pourquoi tu t'es dit, tiens, ce sujet-là, tu as expliqué tout à l'heure que tu avais décidé de te lancer justement en tant que mandataire immobilier. C'est quoi qui t'a attiré? C'était un peu la nouveauté du job? C'était quoi? C'est une autre façon de faire de l'immobilier. Et puis, quand on fait de l'immobilier, on touche un petit peu à tous les domaines. Et puis, on a beaucoup de contacts avec beaucoup d'autres métiers. On a des clients qui ont des parcours tout aussi divers que variés. Donc, on est en permanence dans la découverte de choses nouvelles, d'informations nouvelles. Et donc, on s'adapte, en fait, à chaque profil de façon à pouvoir apporter le meilleur service. En fait, c'est presque un rôle d'acteur, ce métier. C'est en fonction... c'est marrant que tu utilises ce mot. Oui. Et voilà, on joue, on a un rôle d'acteur parce qu'on doit s'adapter au profil de chaque contact et on fait un chemin ensemble. Donc, on se met à la place du vendeur, on se met à la place de l'acquéreur, on se met à la place du bien et quelquefois aussi. Quelquefois, le bien que l'on a à commercialiser nous parle et puis on se projette par rapport à la façon dont on pourrait l'investir. Enfin, on se fait tout un tas de schémas et tout un tas de parcours et tout un tas de stratégies de vente qui pourraient être proposées aux acquéreurs quand on prend un mandat. Quand je prends un mandat de vente, eh bien, je me projette sur les différentes façons dont les acquéreurs pourraient se l'approprier, ce qui me permet d'avoir des outils pour présenter le bien à travers la publicité, à travers des reportages photos.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que je profite, du coup, je fais un lien tout de suite avec ce qu'on fait, nous, dans les conciergeries. J'ai toujours pour habitude de dire qu'il faut aller voir le bien comment dire, pour ressentir ce qu'on vit dans le bien, comment on y Oui, est. Est-ce qu'on se sent à l'aise? Est-ce qu'on se sent. Voilà, est-ce que dès l'entrée, c'est lumineux, donc on trouve ça trop éblouissant, ou au contraire, hyper accueillant? Enfin bref, il faut rentrer dans le bien pour, entre guillemets, ouais, peut-être se l'approprier, ou en tout cas voir comment on y vit. Et c'est, à mon sens, le meilleur moyen de le commercialiser derrière, pour nous, en location courte durée. Et je pense que c'est ce que tu expliques aussi dans le cadre d'une transaction. Tu as besoin de vivre ça, en fait. C'est ça que ah, je comprends. complètement, complètement. Puis il est impossible de faire une opération sans avoir visité le bien. Et c'est pour ça que le digital ne nous empêchera jamais de pouvoir continuer le métier. Parce que le digital accompagne beaucoup le métier et d'une manière très valorisante, mais c'est le terrain. Et on ne pourra pas nous retirer le terrain. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est un truc un peu. Ouais, c'est là où l'être humain a toutes ses valeurs, c'est qu'on est capable de ressentir des choses et après les faire transparaître dans une communication, dans une commercialisation. Et ce que tu fais à merveille. En tout cas, bravo et félicitations pour ça. Ok, tu mets beaucoup l'humain au cœur de ton discours. Je trouve ça super. Oui, parce que le logement, c'est le besoin essentiel. Je pense qu'on a deux besoins essentiels, c'est le logement et la nourriture. La nourriture, c'est beaucoup plus simple. Le logement, je pense que l'effet crise actuellement nous le démontre. Sans logement, bien, on ne peut avoir aucun statut, on ne peut pas, on n'a pas d'identité sans logement. Donc, il est très important d'être proche des personnes pour pouvoir les aider à trouver un bien-être dans un logement qui leur permettra d'avoir une vie sociale, qui permettra d'avoir une vie professionnelle également, d'avoir des racines. Et donc, Ouais, il est important qu'on soit bien dans son logement pour être bien partout. Je pense que quand on est bien dans son logement, eh bien, ça permet d'être très positif et d'être bien dans beaucoup d'autres domaines, tels le professionnel, tels les loisirs, tels le relationnel. ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, dans ton activité, tu disais justement que tu étais un peu spécialisé sur des modes de transaction un petit peu particulières. Euh, Tu parlais alors sans rentrer dans le détail trop technique, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects dans tes spécialités, mais est-ce que tu pourrais nous éclaircir peut-être sur une de tes spécialités qui te semble être la spécialité phare que tu mets en place? Je sais pas, le viager, je sais pas. Enfin, Alors voilà, il y a les transactions classiques et je me suis spécialisée dans le viager parce que le viager, ça concerne les seniors qui ont besoin d'être accompagnés pour continuer à vivre sereinement leur vie et qui peuvent avoir un peu moins de moyens pour pouvoir se gérer eux-mêmes. Et donc, 70% des seniors sont propriétaires de leurs biens parce qu'ils correspondent à une génération qui avait pour signe de réussite d'être propriétaire de son logement. Et donc, nous avons ces boomers, comme on a pu en parler récemment, qui sont pour un grand nombre propriétaires de leurs biens, et ce qui représente une valeur patrimoniale de 3 000 milliards d'euros. C'est énorme, 3 000 milliards d'euros pour à peu près 18 millions de seniors qui sont propriétaires de leurs biens. Et donc, ces personnes ont un souci et ont une volonté de pouvoir vivre sereinement dans leurs biens jusqu'à la fin de leur vie, parce que c'est là qu'elles se sont construites, c'est là qu'elles ont tous leurs souvenirs. Et donc, on a des moyens immobiliers qui leur permettent de pouvoir continuer à vivre dans leurs biens, c'est la vente en viager. La vente en viager permet à toute personne propriétaire de son bien de pouvoir hériter d'elle-même à travers une vente pour laquelle elle reçoit un bouquet et d'avoir des rentes mensuelles pour améliorer les revenus mensuels parce que les retraites ne sont pas forcément très importantes et ce qui leur permet pour des personnes seules ou des personnes qui ont besoin d'être aidées sur un plan matériel, eh bien d'être accompagnées et de payer des services à travers des personnes qualifiées pour pouvoir soit avoir quelqu'un à domicile, soit avoir quelqu'un qui vienne pour préparer les repas régulièrement, pour tous les repas, pour aider à la toilette, pour accompagner chez des médecins, chez des spécialistes, et donc ils peuvent se le permettre en vendant leurs biens en viager.
Ouais, d'accord. Donc, il y a toute une déclinaison de viager en fonction de ce que souhaitent les personnes. On peut vendre également la nue propriété en gardant la jouissance du logement. Mais voilà, il y a des aides à travers le fait d'être propriétaire d'un bien. On peut s'aider à continuer à vivre dans le bien en héritant de nous-mêmes, en ayant des revenus complémentaires. Et les acquéreurs de biens en viager ont la possibilité donc de faire l'acquisition d'un bien en payant un bouquet, c'est-à-dire une partie du prix, et ensuite en payant régulièrement tous les mois une rente mensuelle, ce qui pourrait correspondre à des remboursements de prêts. Donc on n'a pas affaire à une banque, mais on a un apport personnel qui permet de payer le bouquet, et puis ensuite on paie des rentes mensuelles pendant la durée de vie du senior. Ouais, ok, ouais. Non, mais Et donc, c'est un pari gagnant-gagnant, puisque ça permet à un acquéreur de commencer à constituer progressivement un patrimoine, et ça permet à un vendeur de continuer à profiter de son bien, d'en profiter financièrement et de pouvoir continuer à y vivre sereinement. ouais, tout à fait. Moi, je ne fais pas de politique, moi, sur ce talk show, mais c'est vrai que je trouve que c'est un bon outil pour transmettre des biens entre les générations, mais non pas. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, en France, je vais le dire un peu vulgairement, mais c'est entre guillemets des vieux qui héritent de l'immobilier des anciens, ce qui est un peu pas hyper utile, puisque du coup, l'immobilier serait beaucoup plus utile pour des jeunes, par exemple, qui auraient besoin à un moment donné de se loger. Et je trouve que cet outil, c'est un outil qui permet justement de faire ce saut de génération et que ça arrive entre les mains de personnes qui vont en avoir besoin, quoi, tout simplement. Oui, tout à fait. Et qui ne peuvent pas se permettre de l'acheter immédiatement, mais qui peuvent le payer progressivement. Ouais, et ça crée vraiment un lien intergénérationnel entre les seniors et les personnes plus jeunes, et ça se passe vraiment toujours très bien. Donc quelque part, ça pourrait être aussi pas une famille, mais une deuxième famille avec de très bons rapports. Ok. Et dans tous les viagers que j'ai pu traiter, j'ai toujours eu des très bons rapports entre les seniors et puis les acquéreurs. Donc il y a des messages qui passent. Ouais, ça dépasse un peu les on dit et on croit que, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément une super image de ça. Et en fait, tu es en train de dire que ça se passe bien, en fait, quoi. Ça se passe très bien, oui, oui, tout à fait. Non, il y a quelques caricatures, et puis il peut arriver que ça se passe moins bien, mais en général, les acquéreurs qui font l'investissement d'un bien en viager, c'est parce que ils ont cette dimension sociale et ils savent qu'ils aident quelqu'un à pouvoir continuer à vivre dignement. Ouais. Et du coup, toi, tu vas contribuer justement à trouver les bonnes personnes, que ce soit l'acquéreur et le vendeur. Je pense que tu contribues aussi à trouver ce lien. Et justement, alors, qu'est-ce qui, selon toi, fait un peu la différence entre… Alors, ça va faire une question peut-être un peu bizarre, mais c'est quoi la différence entre guillemets le bon et le mauvais mandataire immobilier? C'est un petit peu la question que je me pose. Alors, il y a pas de mauvais mandataires immobiliers. Ce sont des mandataires qui sont plus… il y a des personnes qui peuvent préférer travailler sur des profils de transactions que sur d'autres. Donc, il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans la dynamique, dans l'action, et qui ont besoin de faire de belles opérations, ou qui ont des opportunités de faire de belles opérations. En fait, les mandataires ou les professionnels de l'immobilier s'adaptent aux biens qu'ils ont à vendre, et en fonction du bien qu'ils ont à vendre, eh bien, c'est la stratégie qui en découle. La vente d'un bien en viager va exiger qu'il y ait un temps long avant que le vendeur se décide à vendre en viager, parce qu'il faut bien lui expliquer toutes les conséquences de la vente en viager. Donc il y a quand même une séparation, même si on continue à vivre dans le bien, il y a quand même une séparation. Donc il faut laisser à la personne le temps d'intégrer le fait qu'elle ne sera plus propriétaire de son bien, parce qu'il y a un attachement au fait d'être propriétaire. Alors que pour des transactions classiques, c'est des transactions avec des acquéreurs qui sont dans une dynamique de trouver un bien qui correspond au profil recherché, puis des vendeurs également qui ont besoin de vendre dans un certain délai, de façon à pouvoir continuer
à avoir leur projet, à pouvoir accomplir leur projet, donc qui sont pas forcément dans une urgence, mais dans un besoin de vendre rapidement, et un acquéreur dans un besoin d'acheter également, parce qu'il doit s'organiser à travers la nouvelle commune ou le nouveau bien qu'il occupera. Donc là, c'est un marché beaucoup plus dynamique, où ça peut aller très très vite, et en fonction des profils et en fonction des recherches de logement ou des ventes de logements, eh bien, on s'adapte à la dynamique qui est nécessaire pour réaliser l'opération conformément à la demande des clients. Oui, ouais, ok, ouais, je comprends. Donc, Oui. il n'y a pas, voilà, on s'adapte et on peut avoir envie de travailler plus dans du classique, dans du prestige, dans des commerces, dans du viager. Voilà, on peut se spécialiser. Il y a des personnes qui ne font que du viager. Moi, je travaille sur tous les profils de transactions. Parce que Ouais. je trouve que c'est plus dynamique, j'aime bien faire des choses différentes à chaque fois. Oui, oui, ouais, d'accord, je comprends. Et justement, ça m'amène un peu à la suite, c'est que on sent bien que dans ta spécialité, en tout cas, on comprend bien justement ton rôle et quelle utilité on a à passer par un agent immobilier spécialisé sur ce type de transactions qui sont quand même très particulières. Bon, pour autant, aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de vendeurs, alors leur profil va être différent aussi, mais il y a quand même beaucoup de vendeurs aujourd'hui qui vont utiliser l'IA, par exemple, pour essayer de vendre et se dire, en fait, euh, bah, j'ai pas besoin d'agent immobilier parce que l'IA va m'aider à faire ma vente, quoi, tu vois. Est-ce que tu penses que justement l'arrivée de tous ces changements, là, il y a des gros chamboulements qui sont liés à la technologie globalement, est-ce que tu penses que justement ça représente une menace pour ton métier ou au contraire c'est peut-être même une opportunité de valoriser des choses? Non, ben c'est un complément pour valoriser les choses. À travers le digital, à travers l'IA, on a beaucoup d'autres supports, beaucoup d'autres moyens pour nous permettre de valoriser un bien et d'informer et de communiquer. Mais comme on le disait tout à l'heure, rien ne remplacera le petit détail qui fera la différence. Les visites, parce que quand on fait l'acquisition d'un bien, même si on a un coup de cœur à la première visite, eh bien, il est important quand même de vérifier qu'il n'y ait pas d'autres biens qui pourraient correspondre. Et quelquefois, bon, ben, il faut écouter son cœur, mais de temps en temps, il faut aussi prendre un petit peu de recul pour s'assurer que tout est bien été qualifié et qu'il ne va pas y avoir de mauvaises surprises ou qu'il ne va pas y avoir quelque chose qui va empêcher de pouvoir être dans une certaine dynamique. Donc, il faut voir, il faut toucher, il faut visiter. Je pense que l'IA ne pourra pas procéder à cette dernière phase. Oui, 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 c'est clair. En tout cas, pas pour l'instant. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Et quelquefois, il y a des personnes qui, sur la communication à travers une publicité, ne sont pas tellement motivées par un bien, et d'un seul coup, à la visite, eh bien, elles découvrent autre chose que ce qu'elles ont vu, même si c'était ce qui a été communiqué est le reflet de ce qui peut être présenté, mais il y a des ressentis que l'on n'a pas à travers un écran, à travers des photos ou à travers des vidéos. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est ce qu'on disait au début, hein, c'est cette sensation quand on est dans le logement, on ressent quelque chose, quoi. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas très bien décrire, mais on ressent quelque chose et c'est ça qui fait parfois la différence, quoi. Alors, on peut ressentir quelque chose de positif, mais quelquefois, c'est quelque chose de négatif et il y a des personnes qui ne franchissent pas la porte d'entrée. Oui, oui, tout à fait. Ça peut arriver de temps en temps, hein. Ouais, complètement. C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens, oui. Et du coup, c'est important, bah oui, c'est important d'avoir ce lien physique avec le bien. Et ouais, bon, je pense que c'est pour ça aussi que je pense que voilà, le métier d'agent immobilier, pour l'instant, enfin, je ne vois pas pourquoi d'un seul coup ça serait supprimé, mais c'est vrai que quand on voit tous ces outils avec des vendeurs ou même des acquéreurs d'ailleurs, hein, qui vont utiliser l'IA pour se renseigner, trouver des choses, etc., en fait, on voit bien qu'à un moment donné, il y a une dimension humaine que tu apportes et qui permet justement d'apporter quelque chose que l'IA ne pourra jamais apporter, je pense, hein. C'est un peu ce que je ressens dans ce qu'on se dit là. C'est clair, et puis il ne faut pas non plus trop brouiller les esprits et aller chercher à travers l'IA énormément de propositions, énormément de possibilités, parce qu'après, il y a des personnes qui, à avoir trop vu ou trop visité, sont complètement perdues et ne savent plus ce qu'elles recherchent, parce qu'il manquera toujours quelque chose dans la recherche. Il y a toujours, en fait, recherche, et ben, ça peut être l'addition de tout ce qui a été vu à travers les différentes visites, et puis ben, il y a toujours un petit détail qui plaît plus, mais on ne peut jamais forcément avoir complètement satisfaction à travers tous les détails que l'on recherche.
Et quelquefois, à visiter Ouais, trop, les personnes sont complètement troublées et doivent prendre un temps d'arrêt de façon à pouvoir se remettre en recherche. ouais, tout à fait, ok. Ok. Ouais, tu les accompagnes du coup par rapport à ça. Euh, Peut-être pour avancer un petit peu dans nos échanges, tu es devenu donc mandataire immobilier à du coup, une manière assez pionnière, d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure. Euh, Parfois, il y a des gens qui disent que les mandataires immobiliers indépendants, du coup, sont quand même des indépendants un peu isolés. Alors, j'ai entendu ça parfois. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ou est-ce qu'au contraire, tu penses qu'un mandataire, c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler en réseau, qui du coup n'est pas isolé, en fait, bien loin de là? Non, on n'est pas isolé parce qu'on est en réseau, on a toujours la possibilité de communiquer avec des clients, des confrères, de faire partie de groupes de travail. Enfin, il y a énormément d'opportunités pour être en contact. Donc, on est isolé, bah, de temps en temps, on peut sentir un vide parce que les affaires ne marchent pas forcément comme on voudrait, ou alors c'est pas le moment, ou alors. Mais enfin, moi, j'ai jamais eu le sentiment d'être isolée. Et au contraire, c'est un métier qui nous mène vers beaucoup de contacts, puisqu'on reçoit toujours beaucoup d'appels, on reçoit toujours beaucoup de. Et on fait de la prospection également. Enfin, on a énormément d'opportunités d'avoir des contacts. Donc, j'ai jamais ressenti l'isolement. Quelquefois, on est un peu en recul par rapport à soi parce qu'il faut trouver des stratégies, parce que il y a des moments où le marché est bloqué et puis c'est pas, on n'a pas la dynamique, on ne retrouve pas la dynamique acquéreur que l'on aimerait trouver, mais ce sont des passages, ça, Oui, pour oui. moi. Tu disais tout à l'heure, parfois on est un peu sur le temps long en fonction des projets. Donc il y a peut-être un peu ça finalement que tu vis quand tu dis ça, c'est parce que ça m'inspire. Euh, mais oui, oui, je suis d'accord. C'est vrai que moi j'apprécie beaucoup justement ce côté très réseau qu'il y a dans les mandataires immobiliers, parce que justement, je trouve que les mandataires ne restent, en tout cas, c'est mon sentiment, finalement assez peu seuls finalement. Ils ont besoin justement de travailler de manière collective. Et justement, un des partenaires potentiels, alors peut-être pas sur une transaction, et encore que les conciergeries peuvent en faire partie. Moi, je sais que j'avais déjà contacté des mandataires immobiliers et j'ai des partenariats avec eux justement sur des biens sur lesquels ils font une transaction parce que c'est un investissement locatif, là, pour le coup, et la personne veut l'exploiter en location courte durée. Donc, Oui. Mm. ils vont travailler avec une conciergerie qu'ils connaissent bien et avec elle ils ont des contrats. Et du coup, on va pouvoir accompagner leurs acquéreurs vraiment au bout du sujet, puisque du coup, il y a la transaction et puis après, il y a l'exploitation. Et oui, et là, les acquéreurs seront contents parce qu'ils auront le service, ils n'auront pas besoin de chercher, ils n'auront pas besoin de prospecter la conciergerie qui correspondra à ce qu'ils recherchent. Et là, ils auront été bien accompagnés et le relais aura été passé pour la suite de l'exploitation de leur investissement. Donc, tout à fait. Oui, c'est un moyen de satisfaire les clients. Et c'est vrai que, en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, je sens bien que tu mets le client vraiment au centre de tes valeurs. Tu parlais tout à l'heure de service à la personne. Enfin, je pense qu'effectivement, c'est une optique qu'il faut vraiment avoir. En tout cas, nous, c'est vrai que dans les conciergeries, on est très là-dessus, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est notre métier. Mais c'est vrai que ouais, je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui doit être étendu vraiment au côté agent immobilier et que les agents immobiliers comme toi, justement, doivent voilà, prêcher cette bonne parole. Et je trouve que Mm. ce que tu dis là, c'est vraiment top. Un point que j'ai pas abordé tout à l'heure, je voulais juste savoir, justement, on a parlé un peu des profils des gens qui vont qui utilisent l'IA, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de changements. Euh, Côté vendeur, côté acheteur, euh, est-ce que du coup ça change entre guillemets la manière d'acheter ou la manière de vendre? Parce que par exemple le viager c'est ta spécialité, mais c'est quand même un truc qui n'est pas hyper courant. Est-ce que du coup avec l'IA les gens ils pensent beaucoup plus? Est-ce qu'ils sont plus ouverts à ces solutions justement? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit l'IA qui déclenche euh, un regain d'intérêt pour le viager, mais il y a beaucoup de personnes qui parlent de viager, hein. On a l'impression que le viager, c'est marginal, mais pas du tout. Et puis moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du viager, il y avait très peu de personnes qui en faisaient.
Mais ça s'est développé, peut-être que j'en ai beaucoup parlé à mes confrères, et beaucoup de mes confrères s'y sont mis, tout simplement parce que quelquefois ils avaient des opportunités de vendre en viager, mais ils ne savaient pas, donc je les ai accompagnés et finalement je les ai formés puisqu'ils m'ont accompagné pendant la première vente, et donc ils ont vu comment ça se passait et ils ont trouvé ça très intéressant, et beaucoup de personnes, de professionnels que j'ai accompagnés et pour lesquels j'ai travaillé avec elles pour vendre en viager, se sont spécialisés en viager. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de professionnels qui font du viager qu'on ne le pense, sauf que c'est plus discret. C'est plus discret, ça peut prendre plus de temps parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un accompagnement. Moi, le dernier viager que j'ai fait, mon vendeur a mis 3 ans pour se décider. Et donc, voilà, il faut que les personnes soient prêtes, il faut qu'elles aient bien intégré qu'elles ne seraient plus propriétaires. C'est assez interpellant de voir comment ce passage de statut de crédit rentier et qui n'est plus propriétaire est difficile à passer. Parce qu'il y a tout un tas de souvenirs qui s'en vont et les personnes savent qu'elles tournent une page. Mais il faut laisser le temps au temps, et là, on ne peut pas demander à ce que ce soit signé rapidement, de même que lorsque l'on fait les visites, il faut que ce soit bien qualifié au moment où les crédits rentiers sont disponibles. Parce qu'ils sont là pendant les visites. Ouais, oui, forcément, oui. Oui, ils sont là. Ils aiment bien savoir qui visite. D'accord, ok. Et justement, du coup, toi, tu recommandes qu'ils soient là, ou est-ce qu'au contraire, tu leur demandes? Non, c'est eux qui le décident. C'est eux qui le décident. Okay. Quand je fais des visites classiques, je préfère être seule, je préfère que les vendeurs ne soient pas là. Mais en tout cas pour la première visite, après, si les acquéreurs se décident à acheter, il est normal qu'ils rencontrent leurs vendeurs. Mais pour le viager, en plus ce sont des personnes âgées, donc qui n'ont pas forcément la possibilité de sortir. Il y a des personnes qui peuvent être immobilisées dans leur habitation. Oui, tout à fait. Ouais. Intéressant de parler de ça, tu as raison. C'est pas forcément le premier truc qui m'était venu en tête, mais tu as complètement raison. Et c'est un sujet à garder en tête. Ouais. Pour continuer un peu à avancer, tu vois, j'avais reçu dans une vidéo précédente Axel Mailleux qui nous proposait une solution justement de carte-T, enfin de mandataire, de devenir mandataire dans son réseau de mandataire immobilier. C'est un réseau qui est spécialisé pour les conciergeries. Son idée, c'était effectivement de donner une corde à leur arc supplémentaire. C'est-à-dire que la conciergerie, en fait, finalement, pourrait intervenir au démarrage du projet, c'est-à-dire à l'investissement, à l'accompagnement, et puis après, d'aller jusqu'à l'exploitation en courte durée. L'idée, c'est de proposer ce package de manière un peu plus fluide aux conciergeries pour leur donner une activité supplémentaire, diversifiée, etc. Ce type de solutions qui sont pas forcément hyper innovants, mais plutôt bien pensés, tu les vois comment, justement? Est-ce que c'est plutôt complémentaire à ce que tu fais? C'est plutôt une concurrence? Oui. Comment tu vois ça? Oui, tout à fait. C'est très positif parce que on nous demande beaucoup de conseiller souvent pour le diagnostiqueur, pour le notaire, pour les personnes qui n'ont pas de connaissances à ce niveau-là. Et ils aiment bien avoir des bonnes références à travers leur conseiller immobilier. Et donc, pour la conciergerie, je trouve que c'est tout à fait dans la continuité des conseils que l'on peut donner si on nous les demande. Oui, tout à fait. Ok. C'est un truc c'est un truc qui commence à émerger, justement, cette partie diversification dans les conciergeries. Ça décharge un acquéreur de faire une sélection, de faire des recherches, de ne pas forcément connaître exactement ce qu'est la conciergerie aussi, et donc d'avoir déjà un premier contact avec quelqu'un qui est recommandé. Je pense que c'est déjà une bonne éducation pour connaître un peu le service que pourra apporter la conciergerie. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'entre guillemets, on connaît déjà, potentiellement, s'il est déjà le client de notre conciergerie et que c'est un investisseur, par exemple, à qui on gère déjà un bien, s'il veut vendre le bien en question, déjà, on est quand même assez bien placé pour connaître le bien. Puis en plus, on connaît sa rentabilité. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et du coup, on peut continuer à accompagner ce propriétaire dans la suite de ses projets, en fait. Pas forcément ce bien-là, pour qui, nous, ça va s'arrêter en termes d'exploitation, mais par contre, ça va se poursuivre pour réinvestir, pour faire une vente, pour
voilà, pour d'autres choses et potentiellement, du coup, aussi retravailler avec ce propriétaire pour une exploitation en location courte durée si jamais il voulait continuer là-dessus. Et ce qui est quand même assez souvent le cas, justement. C'est vrai que c'est un truc qu'on constate. Donc voilà, c'est vrai que ça fait partie un petit peu des solutions, comme je disais, pas forcément hyper innovantes, mais je pense plutôt bien pensées. Donc c'était intéressant d'avoir justement ton retour justement par rapport à ça. Oui, oui, parce que à travers nos métiers, on a toujours l'occasion de connaître des spécialistes pour des actions bien précises. Et donc, autant recommander ces personnes dont on a l'assurance qu'elles prendront bien en charge la mission qui lui sera confiée. Donc, Ouais. les clients aiment bien. Les clients aiment bien avoir de bonnes recommandations. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Et justement, pour continuer dans ce sens-là, est-ce que toi, tu verrais dans ton activité peut-être quotidienne, alors même si tu es assez spécialisé, on l'a compris, mais du coup, est-ce que tu verrais dans ton activité quotidienne justement un intérêt à avoir des relations, ou en tout cas des partenariats assez formalisés avec des conciergeries? Je sais que du coup, dans ton réseau, tu as d'autres métiers, mais du coup, est-ce que toi, tu verrais justement des partenariats à formaliser comme ça entre agents immobiliers et conciergerie? Qu'est-ce que tu verrais par rapport à ça? Oui, ça peut se faire, les partenariats. Et tout dépend des endroits où la conciergerie veut s'installer. En fait, c'est la conciergerie. En fait, il faudrait avoir un contact avec la conciergerie de façon à connaître les communes où elles veulent s'investir. Je ne sais pas si elles s'investissent sur toutes les communes ou si elles ont des périmètres bien précis pour pouvoir gérer un peu mieux les personnes intervenantes sur les biens. Mais moi, je verrais très bien un partenariat, tout à fait, oui. Ouais, c'est vrai que tu as raison de parler de ça, pour ceux pour qui ce n'était pas évident. C'est vrai qu'une conciergerie, très souvent, elle est très locale. Oui. Donc, elle va fonctionner parce que, en fait, ces équipes vont être très locales. Ça, on est vraiment sur de l'emploi non délocalisable, comme j'aime bien dire. Et c'est vrai que son équipe, elle est très locale. Alors après, pour des conciergeries plus grosses, plus volumineuses, elles peuvent être nationales. Ça va dépendre un petit peu de l'offre. Mais voilà, on va dire quand même que la majeure partie des conciergeries, c'est quand même plutôt local. Donc, c'est vrai que en général, elles sont. Je sais que moi, je recommande aux conciergeries justement d'aller contacter les mandataires de leur ville, en fait, tout simplement. Donc, pour justement aller travailler ensemble et puis éventuellement faire des partenariats un peu plus formalisés sur de l'apport d'affaires. Enfin, après, ça peut prendre plein de formes. Mmh. Mais voilà, moi, c'est un peu la forme que je recommande d'ailleurs, l'apport d'affaires. Je sais pas, qu'est-ce qui t'inspirerait comme formalisation? Est-ce que l'apport d'affaires, c'est qui te paraît toi aussi le plus évident? Oui, c'est le plus évident et en fonction des projets que peuvent avoir les acquéreurs, eh bien, dès l'instant où ils déterminent que c'est un investissement locatif, on peut les mettre directement en contact. Déjà, un premier contact avec une conciergerie, ce qui va peut-être certainement déclencher l'idée d'en contacter d'autres pour pouvoir faire des comparatifs, mais déjà un premier contact plutôt que de chercher dans l'annuaire, une conciergerie peut-être avec des prestations qui ne sont pas forcément très connues par les acquéreurs parce qu'ils sont peut-être pas beaucoup intéressés, sauf en avoir sollicité une pour trouver un espace dans des endroits où ils voulaient aller, avoir eu affaire à une conciergerie, à réserver un bien qui était géré par la dite conciergerie. Mais déjà, un premier contact, mettre en relation pour un premier contact avec une conciergerie, je pense que ça peut être un plus que l'acquéreur n'aurait pas, démarche que l'acquéreur n'aurait pas à faire. Oui, tout à fait. Et après, l'acquéreur pourrait décider de faire jouer la concurrence et de voir ce que proposent les autres conciergeries, mais ça peut être un premier contact. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment intéressant, je pense, de travailler dans cette synergie-là. On est sur entre guillemets, les mêmes. Tes clients sont les mêmes que les miens. C'est ça que j'allais dire. Tout à fait. Puis quand les acquéreurs posent une question, c'est mieux d'avoir une réponse à lui apporter plutôt que de dire je ne sais pas, je vais chercher et puis je vais vous dire. Et donc, nous, dès l'instant où on s'est outillé, entre guillemets, de tous les relais qui pourraient nous être demandés pour qu'un acquéreur puisse aller au bout de son investissement, c'est toujours plus valorisant pour nous parce que ça veut dire qu'on a anticipé quelque part dans le besoin que pourrait être celui de l'acquéreur et qu'on a une réponse à une question. On n'a pas forcément la réponse, mais on a une réponse à donner qui permettra de gagner du temps pour la personne qui nous la pose.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Du coup, toi, comme tu as été mandataire très tôt, tu as vu aussi du coup le marché de la location saisonnière euh, évoluer, exploser même, je peux dire, à partir de 2010, où vraiment il y a eu un grand changement avec Airbnb notamment. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que c'est quelque chose qui, d'après toi, pose problème pour l'immobilier, peut-être plus classique d'ailleurs? Je ne sais pas si on peut parler d'immobilier classique, mais est-ce que d'après toi, c'est quelque chose qui est plutôt un frein? C'est quelque chose qui dynamise? Qu'est-ce que tu en penses justement de cette arrivée-là? Ben, non, mais ça veut dire qu'il y avait un vrai besoin quand même pour que ça ait à ce point explosé, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai besoin et qu'il y ait cette communication et ces propositions, à commencer par Airbnb, ben, ça veut dire que ça correspondait à une demande et que c'était important après de le réguler, effectivement, mais de donner des opportunités et que des personnes puissent louer en Airbnb à certaines périodes, ça peut apporter des gains financiers également. Donc, je pense que c'était aussi gagnant-gagnant. Sauf qu'il ne faut pas qu'il y ait de dérive et qu'il y ait des infractions aux règles, mais dès l'instant où les règles sont respectées, je trouve que c'est un moyen d'exploiter un peu mieux un bien que l'on libère un temps et qui permet d'avoir un relais. Et puis, ça permet aussi aux personnes qui sont en recherche de location Airbnb, eh ben, d'avoir un lieu vivant, bien placé, et puis et qui évite de prendre des transports pour aller en cœur de ville ou je ne sais quoi. Je trouve que ça correspond à une demande et ça correspond et les services sont bien, sont vraiment efficaces. Il faut réguler, c'est tout, et que ce soit justement, et que ça ne vienne pas empiéter sur d'autres métiers par des dérives, mais que ça permette à tous les métiers qui sont liés à cette location de pouvoir apporter le service que recherchent les personnes. Oui, tout à fait. Justement, tu as évoqué quelque chose qui, moi, qui me tient beaucoup à cœur, c'est effectivement, ça répond à un besoin. Donc ça, je pense que là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Et je pense aussi que, effectivement, ça permet de recevoir des touristes, alors que ce soit tourisme d'affaires ou tourisme plus particulier, hein, mais ça permet de recevoir des gens dans des zones où avant, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y Oui. avait pas d'hôtel, justement. Euh, et donc, justement, de développer ça, ça permet justement de permettre aux gens de voyager, ou que ce soit, encore une fois, de manière professionnelle ou particulière, de se retrouver dans des zones où avant, je ne vais pas dire que c'était inaccessible, mais c'était assez compliqué de se rendre, quoi. Tout à fait. Et puis de découvrir un département autrement qu'à travers les grandes villes. Complètement. Et donc de sillonner un peu les campagnes qui sont si belles et puis de trouver des endroits qui apportent. Voilà, c'est une façon de passer aussi des moments à la campagne, de découvrir un peu plus les campagnes, alors qu'avant, bah, c'était les hôtels à la montagne, à la mer, et où toutes les personnes étaient concentrées. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et du coup, ça me fait penser à un point, c'est que le fait de développer effectivement la location saisonnière dans ces zones plus rurales, parce qu'on va parler par exemple de ces cas-là, historiquement, il y avait des agents immobiliers dans ces zones, mais il y en a, je pense, quand même probablement moins. Est-ce que toi, de ton ressenti, parce que du coup, je ne sais pas si tu traites sur du rural aussi par ailleurs, mais est-ce que de ton ressenti, ça a justement créé une activité supplémentaire dans des zones où avant vous alliez moins, quoi, probablement? Tout à fait, ça peut créer un regain d'intérêt sur ces zones, sur ces campagnes et sur des belles maisons qui peuvent être proposées. Et sur des moyens de transport qui ne sont pas si compliqués que ça, oui, oui, ça peut recréer une dynamique sur des campagnes qui ont pu être désertées. Combien de campagnes on a pu traverser avec des maisons vides et donc c'est un petit peu désespérant et des terrains qui ne sont pas entretenus, etc., etc. Donc oui, ça peut donner du regain à la campagne, sous réserve qu'elle soit bien connectée sur un plan digital, parce qu'il y a des campagnes, normalement, toute la France est couverte sur le plan digital, mais il y a des régions qui sont un peu moins favorisées. Donc, dès l'instant où les communications se font à travers le numérique, ça peut donner beaucoup de regain aux campagnes et envie de s'y intéresser et de faire des acquisitions. Oui, tout à fait. C'est vrai que justement, tu parles d'un point aussi, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le cadre de la location courte durée, c'est que, alors sans dire que c'est une explosion, mais il y a quand même un intérêt sur justement des séjours, entre guillemets, dits de déconnexion. Donc des gens qui vont se rendre dans des zones rurales et justement complètement déconnectés, ils ne veulent pas de Wi-Fi, ils ne veulent pas de, voilà, ils veulent Oui, pas de numérique.
Alors évidemment, c'est organisé, hein, c'est structuré et organisé, mais voilà, il y a des séjours comme ça qui sont proposés. Et ça peut permettre justement aussi peut-être de créer de l'attrait immobilier et touristique dans des zones où en fait on ne s'y attendait pas du tout, quoi. Alors, je ne sais pas si tu as des exemples justement un peu comme ça que tu aurais vu ou que tu as entendu, mais voilà, je trouve que c'est des choses assez intéressantes et qui développent une activité économique aussi en parallèle, quoi. Donc, ok. Pour regarder un petit peu, justement, voir un petit peu, revenir un peu au métier de mandataire immobilier, je lisais parfois, on lit ça sur les réseaux sociaux parfois, mais il y en a qui disent que justement le mandataire immobilier, il a un peu banalisé le métier d'agent immobilier. Alors, quand je le dis et quand je le lis, j'ai l'impression que c'était assez péjoratif. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Toi, comment tu vois un petit peu la chose, comment tu vis ça au quotidien, comment tu valorises ce que tu fais? Banaliser, c'est très péjoratif. Il est clair que quand le métier a été créé, beaucoup de personnes pensaient que ce métier était très accessible. Parce que beaucoup de personnes ont fait un investissement dans leur vie et ils pensent que faire visiter des biens, c'est sympathique et que on peut en faire le métier, mais quand on fait le métier, on se rend compte qu'il n'y a pas que ça, qu'il faut être très organisé et qu'il ne suffit pas de faire une vente. Mais après, il faut faire des ventes et être très, très professionnel parce que c'est un métier qui est extrêmement réglementé et qui est de plus en plus compliqué sur un plan juridique, donc qui implique d'être parfaitement au point par rapport à toute une législation. Et donc, on ne peut pas faire ça en touriste. Et donc, il y a peut-être des personnes qui y sont venues en touriste pour voir. Et comme c'est ouvert, qu'il n'y a pas un gros investissement à faire pour être mandataire indépendant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont passé cette porte et puis qui se sont ensuite rétractées. Tandis que là, maintenant, je pense que les mandataires sont bien aguerris. Ça fait 25 ans quand même que les mandataires sont là. Et donc les mandataires sont bien informés. Il y a déjà les personnes qui sont aguerries et qui perdurent dans le métier. Et puis, il y a quand même les personnes qui veulent faire ce métier, qui sont bien informées et qui le font par passion. Mais il faut reconnaître que l'immobilier, c'est une passion. Hein. Et beaucoup de personnes, à travers les communications qu'on peut avoir, beaucoup disent avoir toujours rêvé de travailler dans l'immobilier. Donc, Oui, ça fait rêver en fait. Hein. Ça fait rêver, oui. Je pense que l'immobilier fait rêver. Alors après, c'est comme tout, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Ceux qui veulent regarder un peu vite vont rêver parce que c'est vrai qu'on parle de l'immobilier, on parle de nombres à 5, 6 chiffres assez facilement. Donc parfois, ça a tendance à faire un peu rêver, peut-être un peu dans le mauvais sens, que du coup, il y en a qui, à mon avis, qui déchantent un peu quand ils se rendent compte de la masse de travail et puis du professionnalisme que ça demande. Et de la responsabilité aussi. Ouais, la responsabilité. Complètement, parce que du coup, alors déjà, tu es responsable de ton activité, déjà, c'est oui. aussi tu es responsable vis-à-vis, on est responsable d'un changement de vie, que ce soit l'acheteur ou le vendeur. Hein. C'est une responsabilité qui est extrêmement forte, et ça, on en parle assez peu. Et puis avoir qualifié tous les points positifs et tous les points négatifs et que l'acquéreur en soit bien, bien informé de façon à ce qu'il n'y ait pas de choses qui puissent ressurgir dans le temps d'occupation. Donc, non, c'est une grande responsabilité que de vendre un bien. Oui, complètement. Parce que l'idée n'est pas de nuire à la personne et que la personne ne s'y plaise pas. Donc, avant l'engagement financier et la signature de l'acte authentique, il est très clair que la personne doit être bien consciente que tous les points aient été qualifiés et que ça correspond vraiment à l'engagement qu'elle doit prendre. Parce que rétropédaler, ça n'est pas possible. Oui, une fois que c'est signé, c'est compliqué. C'est signé, oui. Oui, c'est sûr. Pour rester un peu sur ces questions on dit ou des choses qu'on peut lire parfois un peu sur les réseaux sociaux, l'immobilier, historiquement, on a l'impression que c'est très masculin. Et toi, justement, tu as percé dans l'immobilier, enfin, tu es un modèle du coup. Est-ce que tu penses que c'est toujours vrai aujourd'hui? Est-ce que justement le côté mandataire immobilier a permis justement peut-être à d'autres femmes d'accéder peut-être plus facilement à un métier qui l'était moins? Alors, je ne fais pas de politique, hein, comme je le dis toujours dans ce podcast, mais est-ce que factuellement, tu penses que c'est quelque chose qui a aidé? Comment tu vois un peu ce sujet-là?
Je pense qu'il y a tous les profils, il y a tous les genres dans le métier. Au niveau des mandataires et des personnes de terrain, je pense que je ne sais pas si c'est équilibré. Peut-être qu'au niveau des directions, peut-être des agences ou des grands groupes, ils sont représentés par des éléments masculins, mais ce ne sont pas forcément les personnes qui font le métier. Les personnes connaissent le métier pour l'avoir fait en général quand on est responsable d'un grand groupe. Mais pour les personnes qui sont passionnées d'immobilier, ce sont des personnes qui sont dans le terrain et sur la transaction. Et donc, je pense qu'il y a, enfin, moi, je ne vois pas, je vois un équilibre. Je vois beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Alors, tout dépend peut-être des régions, mais je pense que c'est assez équilibré au niveau des personnes de terrain. Mais peut-être qu'au niveau de la représentation des réseaux, des groupes, c'est peut-être un peu plus masculin, effectivement. Mais ce n'est pas forcément le travail qui soit le plus intéressant que de diriger un groupe. Ce qui est intéressant, c'est justement de le faire vivre et de réussir les transactions. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est. Oui, parce que tu vis le truc de près, c'est peut-être ça qui est passionnant en fait. Oui. C'est ça qui crée la passion, qui crée la vocation. Apporter ses services, accompagner, encadrer, aider à vendre. Enfin, c'est la proximité avec les clients, vendeurs, acquéreurs et les accompagner jusqu'à l'acte final. Et c'est ça qui est passionnant. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est un truc, alors j'ai pas de chiffre officiel, d'ailleurs je suis pas sûr qu'il y en ait, alors il faut regarder. Mais c'est vrai que dans la conciergerie, c'est un monde qui est assez féminin, alors j'ai pas les chiffres, mais tu vois, par exemple, dans les personnes que j'ai interviewées sur ce podcast, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de femmes, et en tout cas côté conciergerie, mais je pense que c'est un métier qui est assez féminin. Voilà, je n'ai pas les statistiques, mais ce sera un truc à essayer de creuser. Je pense que parce qu'au départ, il y a eu des conciergeries qui étaient plutôt des sociétés de nettoyage et que c'est assez féminin déjà de base. Et je pense que ça vient de ça. Voilà, en tout cas, ça n'empêche absolument personne de réussir, heureusement. Donc, voilà, et puis de trouver une passion, de trouver une vocation. Voilà, je pense que tous les métiers peuvent permettre ça. Dans ton métier, c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, donc toi, tu es chef de ton entreprise, du coup, hein, en tant que mandataire indépendant. On a beaucoup parlé tout à l'heure d'éthique, de mettre le client, enfin d'éthique en tout cas, de mettre le client au centre de nos préoccupations. On a vu que tu étais hyper humaine dans ton approche, c'est vraiment génial. Après, ceci dit, il y a quand même la pression du chiffre, ça c'est vrai pour tout le monde. Il faut quand même que ça marche, il faut pouvoir en vivre. Qu'est-ce que tu conseillerais peut-être à des personnes qui voudraient être mandataires pour justement réussir, performer tout en étant aligné comme tu peux l'être toi, quoi? C'est d'avoir une belle trésorerie avant de commencer, hein. Il faut avoir une trésorerie solide pour assurer la première année. Quand j'ai commencé à faire le métier, on nous disait 3 mois, mais c'est vraiment pour pouvoir en vivre et être serein. Je pense qu'il faut avoir une trésorerie qui permette de passer la première année. Et après, continuer à la gérer parce que ce sont des hauts et des bas, hein. C'est clair qu'il y a une instabilité financière qui nous accompagne, mais c'est ça aussi qui nous pousse à être performants et qui nous pousse à rentrer des biens et puis à les vendre. Mais voilà, c'est un métier instable, c'est clair. C'est un métier Oui, très, très instable. oui, instable parce qu'il y a, on est Mais soumis à. on est payé à la commission, donc les commissions, il y a des périodes de malchance où les affaires n'aboutissent pas, où il y a beaucoup de rétractations également en fonction des périodes que l'on vit. J'avoue que la période actuelle, elle est assez déstabilisante et il y a quand même des personnes qui se rétractent parce qu'elles attendent d'avoir de la visibilité avant de s'engager, tant pour acheter que pour vendre. Et donc c'est pas simple, c'est pas simple à gérer. Il n'y a pas de revenus réguliers, c'est clair. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est un point, je trouve, qui est assez commun. On en parle assez rarement. Je crois que j'ai entendu personne parler de ça, mais c'est vrai que dans la conciergerie, on fonctionne à la commission aussi. Alors, certaines fonctionnent fixe, mais c'est quand même assez rare. La plupart du temps, on fonctionne à la commission. Et en fait, tu vois, je comprends complètement ce que tu dis parce que nous aussi, c'est un peu pareil, quoi. S'il n'y a pas de voyageurs, enfin, si on n'arrive pas à faire notre travail correctement, en fait, on gagne zéro, quoi, je veux dire. Donc,
on est payé, entre guillemets, vraiment au résultat. Et je trouve que cette pression-là, elle est forte aussi. Et on la vit, je trouve aussi, même si c'est un petit peu différent, mais on la vit aussi, cette pression de tu ne seras pas payé tant que tu n'as pas le résultat. Ce qui est Alors, quand même, je croyais que l'immobilier était le seul métier où on était payé à la commission, mais il y a la conciergerie. Là, j'apprends quelque chose. Et surtout que la conciergerie, bah, il doit y avoir des périodes creuses quand même, parce que c'est plus dans les temps de vacances, dans les temps de fête qu'il y a une clientèle, mais autrement, il y a des périodes creuses. ouais, complètement. Il y a une saisonnalité en fonction du lieu. Tu disais, hein, par exemple, les stations balnéaires euh, qui marchent très bien l'été, mais après, en fonction des stations balnéaires, il y en a certaines où, une fois qu'on a fini les périodes estivales, puis légèrement un petit peu avant et un petit peu après, après, janvier, février, mars, il n'y a personne. Enfin, voilà, c'est quand même très, très saisonnier. Et donc, il faut réussir à se trouver un revenu malgré qu'il n'y ait pas d'activité, quoi. Euh, Mm. donc, en effet, ça demande justement une stratégie un peu différente. Moi, je recommande à chaque fois justement d'aller chercher du tourisme d'affaires, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, justement d'aller dans des zones où il y a des déplacements professionnels, en fait. Mm. Parce que ça, il y en a de manière déjà beaucoup plus régulière toute l'année, donc ce qui aide. Et après, en fonction des lieux, pour ceux qui sont vraiment dans des lieux très, très saisonniers, après, il faut chercher des prestations complémentaires qu'on peut offrir à nos propriétaires, qui là, pour le coup, seront peut-être pas à la commission, mais seront plutôt sur un fixe, comme de l'entretien pendant la période creuse, par exemple, des choses un petit peu, voilà, aller nettoyer le logement, aller l'aérer, par exemple, pendant les Mm. périodes creuses où c'est fermé, Mm. tout simplement. Mm. Voilà. Et Là, on fait, faire quelques travaux, peut-être, un coup de peinture ou des choses comme ça. voilà, trouver de la prestation annexe, en fait. Mm. C'est vrai que sur la partie purement conciergerie, on est à la commission et en fait, on est effectivement soumis à ce que tu dis là. Et donc, cette pression, on la comprend bien. On la comprend bien. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui fonctionnent comme ça. Mais la conciergerie peut être sollicitée également pour des déplacements professionnels, non? Vous avez peut-être cette partie de service à assurer, parce que quelquefois, il y a des personnes qui préfèrent du Airbnb que d'aller à l'hôtel, parce que c'est plus intime, et peut-être que la conciergerie peut toucher également ces profils de personnes qui se déplacent beaucoup. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça fait partie des sources de voyageurs. Parce qu'en fait, tu parlais justement tout à l'heure on parlait de stations balnéaires, de ski, là c'est très saisonnier. Mais en fait, toute l'année, il y a des déplacements pour tout un tas de raisons. Oui. En tout cas, un besoin de logement temporaire pour tout un tas de raisons. Alors, je parlais des pros, mais pour les particuliers, il peut y avoir la personne qui fait des travaux chez elle pendant un mois, 2 mois. Plutôt que d'aller dans un hôtel, c'est quand même plus sympa d'aller dans un logement loué en courte durée, quoi. Quand même beaucoup Oui, plus ou sympa. plutôt que de vivre dans les travaux, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent dans les travaux aussi. Exactement. Et Exactement. donc, il y a cette clientèle-là, tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, là, il y a différentes sources et il faut réussir à être vu et présent pour ces sources-là. Mais c'est vrai que, allez, on va dire quand même que, voilà, en fonction du lieu, ça peut être plus ou moins simple ou plus ou moins compliqué, quoi. Alors, moi, je suis en région parisienne, donc évidemment, on a la chance d'être sur un gros bassin d'emploi, donc on a beaucoup de professionnels en déplacement, donc on a moins cette saisonnalité. Mais voilà, pour les collègues qui sont à la montagne, pour les collègues qui sont dans des stations balnéaires qui fonctionnent très bien l'été, mais beaucoup moins l'hiver, c'est plus compliqué, quoi. Ça demande en effet une stratégie un peu différente. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, je comprends bien cette pression, puisque c'est ce qu'on vit. Et voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui fonctionnent comme ça. Et Non. donc, on fonctionne effectivement, nous aussi. Bienvenue au club, mais voilà, c'est toute une organisation, toute une organisation matérielle quand même, hein. Ouais, complètement. Complètement. Alors, c'est vrai que nous, il y a le point de différence, c'est que on est quand même sur du récurrent, un peu comme si tu avais un mandat de gestion avec une carte G. Donc, c'est un petit peu la différence, mais voilà, c'est la seule différence un peu subtile par rapport à ton écran que je vois et que je mettrai en avant, quoi. Ok. Alors, une question que j'ai complètement oublié de te poser au tout début. Alors, je vais faire une petite digression, je suis désolé, on va juste revenir un peu. Je disais au début, justement, en te présentant que tu es assez connu dans plusieurs médias où tu passes assez régulièrement. Est-ce que justement, cette notoriété-là, elle te sert dans ton métier de mandataire immobilier? Oui, bah, c'est aussi pour ça que c'est fait. Parce qu'en tant que mandataire indépendant, eh bien, je n'ai pas forcément la communication comme peuvent, ni la notoriété de grands réseaux.
Et donc, faire des petites actions ponctuelles dans la presse à travers des articles ou à travers les réseaux sociaux, des stories, des posts de mon activité, finalement, c'est ma carte de visite. Donc, c'est important de le faire. Et c'est important de le faire à travers différents supports parce qu'en ayant différents supports, il y a les interviews radio, il y a la presse magazine, il y a les réseaux sociaux. Ça donne toute une palette qui permettent de se présenter en fonction de ce que les personnes lisent comme actualité. Donc, être un petit peu sur tous les terrains, c'est intéressant. Et puis, c'est intéressant également pour la presse de travailler avec un journaliste. Un journaliste rédige l'article, mais je travaille avec lui. Et donc, c'est important de voir comment les autres reçoivent mon métier. De même que ma communication digitale, j'ai les idées, je donne les grandes lignes de ce que j'aimerais voir être publié, mais c'est quelqu'un qui me le fait. Et donc, c'est intéressant d'avoir l'œil de l'autre sur mon activité parce que ça me donne des informations également sur la façon dont il me voit et qui peut avoir des petites nuances par rapport à la façon dont j'ai de travailler. Oui, tout à fait. C'est important d'avoir ce regard extérieur, peut-être un peu critique aussi parfois. Oui, oui, tout à fait. Et mettre en avant des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé ou qui te paraissent tellement naturelles que du coup, tout à fait. En fait, Et puis des fois, c'est présenté d'une manière beaucoup plus simple, alors que moi, je me suis fait tout un schéma pour trouver une stratégie de vente, alors qu'il y a des choses beaucoup plus simples. Et c'est important d'avoir un petit peu tous ces avis. D'accord, ok. C'est vrai que pour les conciergeries, je recommande aussi de travailler la communication. Alors, on parle beaucoup de réseaux sociaux parce que c'est ce qui est le plus accessible, entre guillemets. Mais voilà, je recommande toujours effectivement d'avoir un article dans la presse en fonction des zones. C'est toujours pareil. Oui, les réseaux sociaux, ça passe très vite. Donc, quelquefois, on a vu quelque chose, on essaie de le retrouver, on ne le retrouve pas parce que ça se confond dans tout ce qui est communiqué à travers, c'est complètement noyé dans les réseaux sociaux. Alors que la presse, les magazines restent empilés. Quand on se souvient qu'on a lu un article sur quelque chose ou sur quelqu'un, on retourne vers le magazine en général qu'on n'a pas forcément mis à la poubelle et puis on retourne trouver l'information. Donc, la presse, c'est une information qui est beaucoup plus longue et que l'on peut consulter autrement. Et quand on tourne les pages d'un magazine, eh bien, on est dans un autre contexte. On est un peu plus posé et on lit un peu plus attentivement. Alors, quand on nous voit sur tous les posts, là, c'est bien pour la notoriété. Ouais, exactement. Donc, c'est bien pour la notoriété. C'est, moi, je pense, assez nécessaire aussi. Je crois que sans cette communication, voilà, là, on serait complètement invisible. Ouais, c'est plus difficile. On serait invisible, oui, tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Eh bien, écoute, moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais voir avec toi. Donc, ce que je propose, c'est qu'on passe maintenant à la dernière partie de ce talk show, qui est donc le quiz. Donc, le quiz, pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent ce talk, donc c'est une série de questions assez courtes qui appellent à des réponses assez courtes. L'idée, c'est qu'on enchaîne un petit peu les questions, mais voilà, comme on est toujours un peu bavard, voilà, j'ai toujours tendance à rebondir sur nos échanges. Donc, voilà, l'idée, c'est d'aller assez vite, mais on va commencer ce quiz. Est-ce que tu es prête pour cette dernière étape? Je suis prête. Allez, c'est parti. Alors, il y a des choses qu'on a peut-être déjà un petit peu abordées. Est-ce que les propriétaires connaissent vraiment la valeur de leurs biens? C'est très difficile de connaître la valeur d'un bien parce que en fonction d'un petit détail, deux produits ne se ressemblent pas. Et donc, d'un bien à un autre, les prix peuvent être complètement différents, d'une période à une autre également. Et donc, les propriétaires ont toujours l'impression de connaître la valeur de leurs biens et en général, c'est dans les fourchettes hautes. Et donc, je trouve que la meilleure façon de connaître la valeur d'un bien quand on le vend, c'est de le vendre aux enchères interactives. Parce que ce sont les acquéreurs qui donnent la valeur d'un bien. Les vendeurs ont un sentiment, mais celui qui connaît la valeur du bien, c'est l'acquéreur qui va se positionner sur un prix pour lequel il estime être la valeur. Et en fonction des acquéreurs qui se positionneront sur un bien, là, on aura la véritable valeur à un instant T.
Parce qu'à T+1, ça peut être complètement différent. Et la valeur d'un bien sur une même copropriété, par exemple, eh bien, en fonction d'un angle, en fonction d'une vue, en fonction d'une exposition, en fonction d'un étage, en fonction d'un balcon, en fonction d'un jardin rez-de-chaussée, dans l'extension d'un salon rez-de-chaussée, il y a des prix complètement différents à l'intérieur d'une même copropriété. Donc, connaître la valeur d'un bien avec tous les outils qu'on a, on a trop d'outils pour pouvoir dire qu'on connaît exactement la valeur d'un bien en amont de l'avoir vendu. Ok. Alors qu'avant, ben, on connaissait la valeur d'un bien, on voyait, il y avait très peu de journaux qui pouvaient donner ces valeurs. Et comme maintenant, on a les informations par le DVF, bon, ben, on peut aller voir à quel prix un bien s'est vendu, parce qu'on a sur le foncier, on a toutes les informations sur le prix auquel le bien a été vendu. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'à une même adresse, pour deux biens qui semblent être similaires, eh bien, il peut y avoir un différentiel extrêmement important au niveau du prix de vente. Alors la personne, le vendeur a pu être pressé, ça peut être vendu aux enchères parce qu'il y a eu saisie du bien. Il y a tout un tas de critères qui peuvent expliquer qu'il y ait des différentiels de prix, mais voilà, la valeur d'un bien, elle est à un instant T. Ouais, je trouve. Et donc, à travers les ventes immobilières en ligne, c'est la meilleure façon de connaître la valeur du bien à l'instant T en fonction des acquéreurs potentiels qui se positionneront. Ok, intéressant. Alors on a un petit peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que l'IA remplacera un jour les agents immobiliers? Non, non, non. Est-ce que travailler seul, c'est la vraie liberté finalement? Ah oui. Oui. Ok, c'est ce que tu vis au quotidien, c'est un Ah peu oui, 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 oui. à cœur, quoi, c'est ça? Oui. Enfin, pour moi, hein. Oui, oui, tout à fait. D'accord, très bien. Les réseaux mandataires font plus de marketing que d'accompagnement. Bah, je pense que je t'ai démontré le contraire, non? Je sais. Je te pose la question parce que je la formalise maintenant, mais effectivement, ouais, tu as largement répondu. Bah, ça dépend des mandataires, en fait. Ça dépend des mandataires. Ouais. Ok. Est-ce qu'une conciergerie, finalement, ça serait pas le futur partenaire naturel d'un agent immobilier? Oui, tout à fait. Puis je trouve que c'est valorisant. Donc, on reste dans l'accompagnement et dans l'idée de permettre d'apporter un service de bonne qualité à un client. Parce que conciergerie, ça sonne bien. On a l'impression qu'on s'occupe bien de nous. Donc, tant au niveau de vos clients, des personnes qui vous donnent le mandat, qu'au niveau de ceux qui profitent du service. Donc, conciergerie, c'est noble, donc je trouve que c'est valorisant. Ok. Alors, on parlait tout à l'heure du fait que les acheteurs, ou même parfois les vendeurs aussi, hein, sont de plus en plus informés. On parlait du DVF et tout ça. Mais finalement, est-ce qu'ils sont forcément plus raisonnables C'est-à-dire, dans l'estimation du prix, par exemple? oui, on essaie toujours d'aller chercher la fourchette haute, hein, mais on donne de la valeur haute, mais il faut donner une fourchette raisonnable au niveau du prix. Bah, ça dépend des périodes. En période prospère, on attend toujours le meilleur prix. On peut penser que ça va monter plus, mais je ne sais pas s'ils sont plus raisonnables. Ok. Alors, je ne sais pas si tu es utilisatrice des plateformes de location de courte durée, mais je ne sais pas si tu as déjà utilisé ça. Est-ce que tu préférerais Booking.com ou Airbnb? Bah, j'ai jamais utilisé moi personnellement, mais voilà, Booking.com parce qu'Airbnb, j'ai l'impression que ça va très vite. J'ai l'impression que c'est oui, Booking.com. Je prendrais Booking.com. Okay. J'ai l'impression qu'il y a plus d'expérience. Booking.com, ça existait avant Airbnb, non? Alors je crois que oui. Alors c'était pas tout à fait la même forme, mais oui. Voilà, en tout cas, c'est un nom qui me dit quelque chose, alors qu'Airbnb, pour moi, c'est relativement nouveau. Enfin, il y a quelques années quand même, mais c'est relativement nouveau. Je dirais Booking.com.
Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a plus de… Historiquement, hein, c'était plutôt pour les hôtels, Booking.com. Oui. Et c'est vrai que du coup, c'est entre guillemets plus professionnalisé, même si, voilà. Ça garde la connotation de professionnalisme. Ouais, ouais. Et on n'a jamais entendu à travers les médias de problèmes sur Booking.com alors qu'on entend sur Airbnb. Donc les problèmes médias, signalés par les médias, viennent un petit peu ternir les Airbnb. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est facile de trouver un bouc émissaire, comme je dis toujours. Oui. Et Airbnb est parfait pour ça. Est-ce que tu aurais un livre, une ressource ou un mentor qui t'a inspiré dans ton parcours et que tu voudrais nous partager ici? Ben moi, quand j'ai besoin de me recentrer, je pense toujours aux fables de La Fontaine, qui me ramènent au bon sens et aux leçons de vie qu'on tire de chaque expérience. Et donc, les fables de La Fontaine répondent souvent, il y a toujours une fable qui vient répondre à une information dont j'ai besoin pour me recentrer et pour me redynamiser. Donc, D'accord. je dirais les fables de La Fontaine. Ok, ok. Quelle est ta potion magique pour réussir dans ton métier, ce qui te renforce au quotidien? C'est d'être positif et optimiste, hein. C'est-à-dire que trouver le petit détail et trouver les choses qui vont faire la différence et trouver un axe de commercialisation et puis bien écouter le client de façon à pouvoir me nourrir de ce qu'il m'a dit pour essayer de tricoter une stratégie de vente. Donc c'est aller chercher le positif, c'est aller chercher le positif et aller chercher les points positifs. Ok. Et le contraire, du coup, qu'est-ce qui est ta kryptonite, des choses qui t'affaiblissent? Ah, c'est quand un client me dit, j'allais dire un compliment, un client me dit, mais on n'y arrivera jamais. Voilà, c'est ça. Être défaitiste, le défaitisme. Il y a des clients, il y a des personnes négatives, hein. Donc, quand les personnes pensent négatif, automatiquement, ça vient casser une dynamique et il faut remonter le moral et réexpliquer à la personne qu'on va trouver. Et donc, ça, c'est un petit peu déroutant. Ok, ok. Donc la dernière question, maintenant, la question rituelle dans ce talk show. Qu'est-ce qu'une conciergerie de rêve selon toi? La conciergerie de rêve, c'est celle qui aura pensé aux petits détails à travers la communication qu'elle aurait eue avec son client et d'avoir retenu un petit détail qui apparaîtra quand le client rentrera dans le lieu qu'il a réservé et qu'il se dira: «Ah bah tiens, il a bien noté que j'avais besoin de ça», et il y a le petit détail qui le rappelle et c'est le petit sourire que l'on fait en entrant quelque part quand on est heureux de découvrir l'espace qu'on va occuper un temps. Et quand on sait que la personne qui nous a apporté le service a bien compris ce qu'on cherchait. Ok. Et ben, ça sera le mot de la fin. Merci à toi, Annie, d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à toutes les questions. Donc, pour ceux qui découvrent ce talk show, n'hésitez pas justement à laisser un petit pouce à la fin de cette vidéo pour soutenir la chaîne. Ça nous permet de trouver toujours des invités de marque comme ça a pu être le cas aujourd'hui. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne, ça vous permet de rejoindre le groupe des personnes qui suivent l'aventure de ce talk show. Activez la cloche parce que du coup, vous serez informés de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis surtout, laissez-nous un petit commentaire là, juste sous la vidéo. Posez vos questions à Annie et moi-même, on se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, il me reste à tous à vous souhaiter une très bonne journée. Merci à toi, Annie. Merci à toi et puis j'espère que vous prendrez plaisir à écouter notre communication. C'était très passionnant. Merci beaucoup à Et toi. c'est partagé en tout cas. Et puis, il me reste à vous souhaiter à tous une très bonne journée. Ciao. Au revoir.